Et puis, bon, pour finir sur une note positive, simplement, je voulais vous dire que globalement, notre alimentation est plus sûre. J'ai parlé des listérioses tout à l'heure. En 92, on avait plus de 1000 cas de listériose par an en France. En 2003, on en avait moins de 250. Entre les deux, on a fait beaucoup de progrès sur la production de fromage au lait cru. On a fait beaucoup de progrès sur la production de charcuterie. Et ces progrès-là se sont traduits par une baisse des listérioses. Par contre, on a vu remonter, c'est passé de 250 à 300, et on est plutôt vers 300 depuis 2006 parce qu'il y a cet effet lié aux inhibiteurs de la pompe à protons, médicaments qui vont interférer avec la pathologie en fait. Par contre, pour les salmonelles, en 97, on avait encore plus de 10 000 cas de salmonellose à Salmonella enteritidis en France, qui est une salmonelle particulière qui a été transmise notamment par les œufs. Actuellement, on est à moins de 1000 cas par an de cette salmonelle parce qu'on a eu une politique où on a détecté les troupeaux contaminés, on les a abattus, on les a renouvelés avec des poules qui n'étaient pas contaminées. Et puis, la surveillance, la réglementation, les progrès faits par les professionnels ont fait que, globalement, on a amélioré tout ça. Mais le message de fin, c'est de dire que la prévention de ces maladies, c'est un peu notre responsabilité à tous, aux producteurs, évidemment. Bon, eux ne sont pas trop mal contrôlés, aux distributeurs, ils sont aussi pas trop mal contrôlés, mais aussi aux consommateurs. Et l'éducation pour la santé, c'est quelque chose de longue haleine, mais travailler proprement quand on fait sa cuisine, tous les jours chez soi, se laver les mains quand on manipule des produits crus, c'est des réflexes qu'il faut avoir et qui permettent de se laver les mains avant d'aller manger aussi, surtout quand on mange avec les doigts, surtout dans les fast-foods. Pas oublier de se laver les mains, c'est quelque chose qui peut prévenir pas mal de maladies. Et voilà, pour finir, je voulais présenter une partie de l'équipe, ils n'étaient pas tous là, mais une partie de l'équipe du laboratoire. La plupart des bactéries responsables de toxi-infection ne sont pas celles qui nous préoccupent le plus en termes de résistance aux antibiotiques. Par contre, ce qui nous préoccupe en termes de résistance aux antibiotiques, c'est toutes les bactéries qui ne sont pas pathogènes, qu'on a dans le tube digestif des animaux et de l'homme. Alors pour nous, plutôt des animaux, parce que c'est là-dessus qu'on travaille. Et qui vont être sélectionnés quand on donne un traitement antibiotique à l'animal, de la même façon quand on donne un traitement antibiotique chez l'homme. Pourquoi ? Parce que ces bactéries, c'est par exemple des Escherichia coli, tout à fait banales, pas pathogènes, qui vont servir de valises à gènes, en fait, qui vont être des porteurs de gènes, qui vont passer soit en direct, quand vous caressez votre chien ou votre chat, soit par la chaîne alimentaire, soit pour un éleveur quand il est en contact avec ses animaux, qui ne sont pas pathogènes pour les animaux, qui ne sont pas pathogènes pour l'homme, mais qui vont se retrouver dans le tube digestif de l'homme avec leurs gènes de résistance. Et ensuite, qui vont échanger ces gènes de résistance aux antibiotiques avec des bactéries qui, elles, sont pathogènes. Et c'est comme ça qu'on fait rentrer, en fait, avant on pensait qu'on faisait rentrer des bactéries pathogènes dans les hôpitaux quand on avait des infections nosocomiales. En fait, de plus en plus, on pense qu'on fait rentrer des gènes de résistance qui vont aller rencontrer des bactéries qui sont pathogènes mais qui étaient jusque-là pas résistantes, qu'on traitait très bien, qui vont devenir résistantes dans un environnement un peu protégé qu'est l'hôpital. Bon, normalement, on nettoie et on désinfecte bien, hein, mais avec des patients qui sont extrêmement fragiles. Hein. Quand vous êtes en réanimation, a priori, c'est que ça ne va pas bien. Donc vous ne vous défendez pas très bien contre les maladies. Et c'est là que vous allez attraper des bactéries d'infection nosocomiale qui nous posent problème en termes de multirésistance. Chez les animaux, on n'a pas beaucoup de problèmes de bactéries qui résistent à tout. Pourquoi ? Parce que les animaux ne vivent pas longtemps, les animaux de rente. Hein. Les animaux de rente, en fait, ils sont là pour produire de la viande, pour produire des œufs. Le plus long, c'est les bovins qui vivent plusieurs années quand même. Hein. Donc, une vache laitière qui porte des bactéries résistantes, elle peut en mettre dans le lait pendant très longtemps. Moi, un cochon, ça fait 100 kg en 6 mois à peu près. Un petit peu plus, ça dépend, un petit peu moins, ça dépend des producteurs. Un poulet standard, on fait un poulet d'1,4 kg en 32, 35 jours. Pour des poulets un peu plus lourds, on met 50 jours. Pour des poulets label, on met 80. Bio, 100 jours. Donc on a des animaux qui vivent pas très longtemps. Et en plus, aussi, l'autre truc, c'est que pour des raisons économiques, on ne va pas s'acharner à traiter des animaux qu'on n'arrive pas à guérir, on va simplement les abattre et puis pas les consommer. Et puis c'est comme ça que ça se passe en général. Donc on a peu de bactéries qui résistent à tout chez les animaux. Par contre, les animaux vont nous amener quelques gènes de résistance qui, une fois qu'on a fait l'assemblage, c'est un peu comme un collier de perles. Hein. Une fois que votre collier est complet, vous pouvez avoir des bactéries qui sont très résistantes. Après, le principal mécanisme, quand même, je crois qu'on peut le dire, d'apparition de résistance et de bactéries multirésistantes chez l'homme, c'est l'utilisation des antibiotiques chez l'homme, en premier. Par contre,
Nous, ce qui nous importe, c'est de ne pas en rajouter avec les productions animales. Donc d'avoir une utilisation raisonnée des antibiotiques, c'est-à-dire pour soigner des animaux malades, et pas en prévention pour les faire grossir plus vite. Et ça, c'est ce qu'on est en train de développer. On a d'abord interdit les additifs antibiotiques facteurs de croissance, qui étaient là pour... C'était une espèce de béquille pour récupérer des fois des conditions d'élevage qui n'étaient pas terribles. Ça régulait un petit peu la flore digestive des animaux, ils avaient moins de diarrhée. Bon, maintenant, après, on les a remplacés par des antibiotiques qu'on a utilisés en prévention. Et maintenant, notre message, nous, en tant qu'agence de sécurité sanitaire, c'est de dire n'utilisez pas les antibiotiques en prévention, et surtout pas ceux qui sont critiques pour le traitement des infections humaines, notamment ceux qu'on appelle les céphalosporines ou les fluoroquinolones, qui sont vraiment critiques parce que c'est souvent les antibiotiques d'avant-dernière intention chez l'homme. Par contre, on a aussi réservé des antibiotiques au traitement des maladies humaines. Vous avez une famille d'antibiotiques qui s'appelle les carbapénèmes, qui est exclusivement réservée en Europe au traitement des patients humains et en milieu hospitalier. C'est-à-dire que si vous allez chez votre pharmacien acheter des carbapénèmes, il ne va pas vous en donner parce qu'il n'en a pas. Par contre, à l'hôpital, vous en aurez. Ça soigne, c'est uniquement en injection. Je dis en Europe parce que en Inde, par exemple, si vous allez dans une pharmacie et dites que vous avez une mauvaise angine, ils vont vous proposer de vous faire une injection de carbapénème sans prescription dans la boutique derrière. Et je dis ça, je cite l'Inde à dessein parce que les premières, ce qu'on appelle le superbug, la superbactérie résistante à tout, le premier gène qu'on a appelé le NDM1, le ND c'est pour New Delhi, c'est un gène de résistance qui est ce qu'on appelle de résistance étendue au bêta-lactamase, donc qui permet à la bactérie de résister au carbapénème. Ce gène est apparu vraisemblablement en Inde. Et c'est quelqu'un qui a fait ce qu'on appelle du tourisme médical. Parce qu'en Inde, ils ont des très très bons chirurgiens esthétiques. Et c'est beaucoup moins cher de se faire opérer sur certaines opérations de chirurgie esthétique en Inde. Et il y a quelqu'un qui est allé en Inde pour se faire opérer, qui est revenu avec une petite infection, qui a été à l'hôpital et qui avait des bactéries de sa flore qui contenaient ce gène, qui ont vraisemblablement été transférées à des patients à l'hôpital. Et c'est devenu, dans certains hôpitaux, des infections nosocomiales. Donc, c'est la question, en fait, quand on dit qu'il faut lutter contre l'antibiorésistance, mieux utiliser les antibiotiques chez l'homme, mieux utiliser les antibiotiques chez les animaux, c'est vrai, mais il faut le faire dans le monde entier. Après, c'est mieux de commencer par chez soi, donc on le fait en France, on le fait en Europe, on s'améliore. Chez l'homme, on a des hauts et des bas, on va dire. Chez les animaux, on est plutôt sur la pente descendante. On était comme ça, on est redescendu, puis on est vraiment comme ça maintenant. On espère que ça va durer. En tout cas, on met la pression pour que ça dure. Et puis les éleveurs et les vétos sont vraiment bien sensibilisés à ça, parce qu'ils ont compris qu'il y avait aussi un enjeu d'image des filières animales, en plus de l'enjeu de santé publique, évidemment. Mais on le fait bien en Europe aussi. Je crois qu'on peut dire qu'on le fait bien. On ne le fait pas forcément très bien aux États-Unis actuellement, et on ne le fait pas du tout bien en Asie. Pour le moment. Mais pour avoir été en Chine récemment, c'est des premières questions qui m'ont été posées, c'était là-dessus, parce que les Chinois commencent sur leur grosse production. Le problème, c'est que 80% de leur production, c'est des basses-cours. Et 20%, mais déjà 20% de la production chinoise, c'est beaucoup, beaucoup plus que la production française. Ce sont des grosses fermes, et dans ces grosses fermes, ils commencent à se préoccuper de leur utilisation un peu anarchique des antibiotiques, et ils essayent de réguler ça aussi. On a beaucoup moins de toxi-infections avec les produits transformés cuits, type plat cuisiné, parce que souvent ils sont cuits dans leur emballage définitif. Alors, pas du tout avec les conserves. Il y a 60 ans, un problème, c'était le botulisme. Avec les conserves industrielles, on n'a plus de cas de botulisme. Il y a moins de 10 cas par an de botulisme en France, et c'est tout le temps des conserves artisanales faites à la ferme. Heureusement, parce que c'est une maladie très grave. Après, on a bon, sans caricaturer, toutes les campylobactérioses ne sont pas dues aux volailles, la consommation de volailles. Mais le fait de manipuler des volailles crues et de ne pas se laver les mains, c'est un risque supplémentaire de campylobactères. Tous les Escherichia coli au 157H7 sont pas liés à la consommation de steak haché. Mais on va dire que 80% des colibacilloses à Escherichia coli, c'est du steak haché ou de viande bovine quelque part. Toutes les salmonelloses sont pas dues. Alors les salmonelloses, c'est un peu particulier. C'est une bactérie typiquement dite ubiquitaire qu'on va trouver aussi bien chez les volailles que chez les porcs, que chez les bovins. Un peu moins chez les bovins, mais en même temps, chez les bovins, la viande est moins cuite, donc le risque est peut-être plus important des fois. En ce moment, ce qui monte, c'est la viande porcine, c'est clair.
parce qu'on a des choses à faire sur la prévention en filière porcine qu'on est en train de mettre en place là, enfin qu'on va mettre en place, parce que c'est un peu plus compliqué qu'ailleurs quand c'est des mammifères, parce qu'on mélange toutes les générations, donc on ne peut pas couper les cycles de contamination aussi facilement. Mais bon, on a aussi des problèmes avec la viande bovine. On a aussi encore quelques problèmes avec les volailles, avec les œufs, mais beaucoup, beaucoup moins que ce qu'on a eu il y a 30 ans. On a eu une grosse épidémie à partir de 85-86 avec Salmonella enteritidis, dont je parlais tout à l'heure, qui a été mondiale, et que nous, en Europe, on est en train de complètement juguler, et qu'on va presque réussir à éradiquer quand même. C'est une belle performance. Je dis en Europe parce qu'il y en a toujours autant aux États-Unis ou au Canada, et il y en a toujours autant en Asie. Mais donc oui, il y a des spécificités par espèce animale, parfois et des émergences. Avec le facteur marquant sur ces dernières années, c'est l'émergence de toxi-infections avec les produits végétaux, qu'on ne soupçonnait pas autant et qui commencent à venir, parce que, alors je dis pas avec les produits transformés, par contre, pas les produits transformés cuits, pardon. Les produits transformés crus, s'ils sont consommés crus derrière, amènent des nouveaux risques. Le fait d'acheter un melon entier, de le couper chez vous et de le manger tout de suite, vous prenez quasiment aucun risque. Par contre, si vous achetez du melon prédécoupé en sachet qui a été conservé 3 semaines sous vide ou sous atmosphère modifiée, là on va permettre à des bactéries dont ce n'est pas le biotope naturel, mais qui sont arrivées là parce que les surfaces dans les couteaux étaient contaminés, les tapis qui ont transporté ces melons étaient contaminés. On va créer un nouveau biotope pour une bactérie qui n'est pas forcément adaptée à ce biotope, mais qui va très bien s'adapter. Et donc là, en fait, on crée des conditions pour qu'elle se développe, quoi. Alors, oui, on recherche de nouvelles bactéries ou de nouveaux virus. D'ailleurs, maintenant, on commence à rechercher les norovirus dans un certain nombre d'aliments. Ce sont des virus intestinaux qui provoquent des diarrhées assez bénignes, mais parfois sur beaucoup de gens à la fois, qui sont bien diffusibles. Oui, on développe continuellement de nouvelles méthodes de détection. Je dirais quand même, il faut se méfier de ça, en se disant on va garantir le risque zéro par l'analyse. Pourquoi on ne peut pas le faire? Parce qu'en fait, par essence, ce qui arrive dans votre assiette n'a pas été analysé. Si ça avait été analysé, vous ne pourriez pas le consommer. La première chose qu'on fait quand on recherche une bactérie dans un aliment, c'est qu'on le fait pourrir pendant 24 heures pour amplifier l'ensemble des bactéries. Et dans des milieux de culture, hein, je dis pourrir, c'est un peu péjoratif, mais quand même c'est ça. Hein, on donne à manger aux bactéries et on met l'aliment dedans. Donc l'aliment que vous avez dans votre assiette, il n'a pas été analysé. Éventuellement, le lot d'aliments que vous avez dans votre assiette, il a pu être analysé, mais statistiquement, on n'en a pas trouvé. On a permis que le lot arrive dans votre assiette. Ça ne veut pas dire que les statistiques, c'est bien, sauf quand vous êtes dans le 1% où ça ne marche pas. Hein, c'est toujours pareil. Donc, on ne peut pas garantir par l'analyse qu'un aliment n'est pas contaminé. On n'a pas de méthode non invasive. Le jour où on aura un spectrophotomètre ou un spectromètre de masse dans lequel on passera l'appareil ou un appareil infrarouge et qui nous allumera l'aliment contaminé, ce sera parfait. Pour le moment, on n'a pas ça. On développe des méthodes un peu plus puissantes, un peu moins chères, parce qu'il y a aussi le prix. Hein. Si l'analyse coûte plus cher que l'aliment que vous avez dans votre assiette, une recherche de salmonelle, ça coûte entre 15 et 30 euros. Donc c'est pas à donner. Donc si on en fait sur chaque échantillon, sur la tranche de jambon qui coûte pas très cher et où on a peu de chances d'avoir des salmonelles, c'est peut-être pas la peine. Donc ce qui marche beaucoup, c'est de faire des analyses en amont de la production. Quand on veut éviter d'avoir des salmonelles, on préfère aller voir s'il n'y en a pas dans les élevages. Parce que là, on va faire, sur un élevage de 20 000 poulets, on va faire une analyse. Et on a des méthodes d'échantillonnage qui nous permettent, avec une analyse, de savoir si les animaux sont porteurs ou pas. Et donc de prendre un certain nombre de précautions pour les faire rentrer dans la chaîne alimentaire, voire dans certains cas de ne pas les faire rentrer. Ça, c'est la première étape. Ensuite, chez l'industriel, plutôt que d'aller analyser que du produit, on analyse du produit, je vous rassure. Puis il y a sur certains produits et certains risques, on est obligé d'analyser des produits. Mais on va analyser les surfaces parce qu'on sait que c'est les surfaces de travail qui vont être contaminées. Donc on va, plutôt que d'analyser 100 000 tranches de jambon, vous faites, pour savoir s'il y a des listeria, vous passez une chiffonnette imbibée d'un milieu de culture sur un tapis entre la trancheuse et puis la conditionneuse. Et s'il y a des listeria sur ce tapis, il y a des chances qu'il y en ait sur le jambon. Donc ça va simplement dire à l'industriel, il faudrait qu'on nettoie mieux la bande transporteuse la prochaine fois, c'est-à-dire demain, parce que c'est fait tous les soirs.
Ça aussi, c'est un progrès. Hein. Il y a 40 ans, on ne nettoyait pas les usines tous les soirs. Maintenant, on les nettoie tous les soirs, voire plusieurs fois par jour parfois. Alors ça pose un autre problème, c'est qu'il y a beaucoup d'eau dans les usines, on consomme beaucoup d'eau, et puis l'humidité est favorable aussi au développement des bactéries. Donc il faut trouver le juste milieu. Mais c'est plutôt, en fait, dans l'environnement du produit, c'est plutôt ce qu'on appelle l'assurance qualité sur le produit, qui va nous assurer sa meilleure sécurité que l'analyse sur le produit lui-même. Donc c'est important de contrôler l'environnement de travail, la matière première qu'on rentre dans le produit. Et ensuite, si on a un produit cuit, par exemple un plat cuisiné, s'assurer que votre autoclave il a bien marché et que le produit il a effectivement été cuit 70 degrés pendant 15 minutes, c'est s'assurer qu'il n'y a plus de bactéries pathogènes dedans, ou quasiment plus, et qu'il n'y a aucun risque pour le consommateur. Donc le fait d'avoir une bonne mesure de la température et du temps, ça vous donne plus de sécurité que de faire une analyse sur le produit fini, au final. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à s'en sortir, parce que tout ça coûte assez cher et pas forcément très efficace en termes de qualité du résultat d'analyse. Ce n'est pas parce que c'est négatif qu'il n'y en a pas, quoi, en gros. En termes d'information, d'ailleurs, comme de formation, la seule chose qu'il ne faut pas croire, c'est que la télé va nous aider. Pourquoi ? Parce que, quelques exemples précis. En Angleterre, ils ont lancé une grande campagne de sensibilisation des gens aux risques liés au campylobactère. C'était en 2006. Leur but était de diminuer le nombre de toxinfections à campylobacter. Et donc, ils ont fait une campagne type les antibiotiques, c'est pas automatique, en matraquant pendant 3 semaines les messages de prévention, de se laver les mains, des risques de contamination croisés, tout ça. Donc, une campagne qui n'était pas trop mal faite en plus. Donc 3 semaines, tous les jours, il y avait des messages là-dessus dans les écrans publicitaires. Et puis, ils ont interrogé le grand public. Une semaine après, il y avait à peine 50% des gens qui avaient vu la pub, qui étaient régulièrement devant leur télé et qui regardaient les pubs, qui étaient capables de restituer le message. 3 semaines après, il n'y en avait plus que 10%. Un mois après, il y avait moins de 1% qui étaient capables de restituer le message de prévention qu'ils avaient reçu. Donc la télé, en tout cas, ce type d'émission, ça ne marche pas. Après, ça marche bien dans les émissions qui prennent leur temps, mais précisément, c'est celles que les gens ne regardent pas. Donc, demandez aux gens qui regardent les émissions sur Arte après 22h, où il y a des reportages un petit peu plus fouillés, où on prend un peu plus son temps, etc. C'est pas ça qui fait des parts d'audience, quoi. On est clair. Donc après, le moyen d'informer, c'est de former, et ça commence chez les parents d'abord, et ça commence à l'école. Les messages de prévention sur l'hygiène, etc., c'est des messages qu'on devrait faire passer dès la maternelle, et puis les rappeler au cours du cursus scolaire. Mais l'école ne fait pas tout, c'est aussi les parents qui ont ce rôle d'éducation, de dire aux enfants... C'est très con et parfaitement humiliant quand on dit à ses enfants lave-toi les mains avant d'aller manger, lave-toi les mains quand tu sors des toilettes. Si on leur explique pourquoi il faut se laver les mains et qu'on ne leur dit pas simplement lave-toi les mains parce que j'ai dit qu'il fallait se laver les mains, mais parce que tu as plein de bactéries sur les mains, bon, et pas trop peur quand même, parce qu'il ne faut pas qu'on les rende tous, qu'on les mette en psychose par rapport à ce risque-là, mais qu'on leur explique que le papier toilette, il n'est pas étanche et que, voilà, quand il s'essuie, ça passe aussi sur la surface des doigts. Des choses comme ça. Après, moi, j'ai un langage un peu cru parfois pour expliquer ça à mes enfants, parce que je suis microbiologiste, mais je suis aussi capable de leur expliquer que c'est pas grave d'être en contact avec des bactéries, que c'est aussi une manière de construire son immunité. Par contre, qu'il n'en faut pas trop, et que se laver les mains quand on mange avec les doigts les frites chez McDo, c'est mieux. Voilà. Mais ça, c'est aussi le rôle des parents. Et il faut que les parents aussi ils entendent ce message-là. Moi, je ne suis pas un spécialiste des allergies. Par contre, ce que je sais sur les allergies, on a rendu l'agence précédente, avant l'ANSES, il y avait l'AFSA, en fait, et l'AFSA a rendu un rapport sur les allergies, je crois que c'était en 2006 de mémoire, qui est encore disponible sur notre site, où on a clairement montré que la diversification alimentaire trop précoce chez le nourrisson, le fait de ne pas allaiter avec du lait maternel, mais du lait maternisé, mais surtout la diversification précoce de l'alimentation constitue un risque supérieur d'apparition d'allergies alimentaires chez le jeune enfant. Ce qui n'est pas forcément le cas chez l'adulte après. Mais en tout cas, les allergies de l'enfant, en fait,
sont positivement liées, on va dire, à des allaitements maternels trop courts. Après, des fois, on ne peut pas faire autrement, hein. Et puis, on n'a pas trop le choix. Alors, ce qu'on sait sur l'allaitement maternel, quand même, hein, c'est que, paradoxalement, le petit bébé qui tète le sein de sa mère, il est extrêmement exposé aux staphylocoques, y compris à des staphylocoques pathogènes, parce qu'il y en a plein sur la peau, et sur la peau de sa maman. Et pour autant, ben, il est plutôt moins sensible aux infections à staphylocoque doré dans sa petite enfance, parce que il est probablement protégé par une flore intestinale qui se constitue de manière plus normale, entre guillemets, mieux équilibrée, en tout cas mieux adaptée au tube digestif du nourrisson à cet âge-là, quand il est allaité au sein. Et cette flore intestinale normale, elle est liée aussi au fait que dans le lait, il y a ce qu'on appelle des facteurs bifides, qui sont des facteurs nutritionnels qu'on trouve dans le lait, qui vont favoriser l'implantation de bifidus, qui est une flore très importante chez le nourrisson. Et qui est assez protectrice. C'est pour ça qu'on vous vend des yaourts au bifidus. Bon, pas sûr que cela s'implante beaucoup, mais surtout quand ce n'est pas chez un nourrisson. Mais en tout cas, on a pu traiter dans certains hôpitaux préventivement certaines diarrhées, notamment chez des prémas qui ont des flores intestinales un peu bizarres parce que voilà, ils sont pas le tube digestif complètement mature. On a pu prévenir un certain nombre de diarrhées chez des prémas avec avec des flores bifides, effectivement. Et dans les laits maternisés, on n'a pas réussi à reconstituer parfaitement le lait maternel, en fait. Le lait maternisé, c'est pas du lait de mère qui est lyophilisé. C'est un mélange de lait de vache, on a enlevé certaines protéines, enlevé certaines matières grasses, on en a mis d'autres, etc. C'est très complexe, c'est de mieux en mieux fait, il faut le dire, hein, quand même. Par contre, ce n'est pas strictement la copie du lait maternel. Il y a des choses qu'il y a et d'autres qu'il n'y a pas. Et on n'a pas encore réussi à vraiment parfaitement reproduire le lait maternel. Et de ce point de vue-là, ça joue. Alors après, qu'un traitement précoce de la mère aux antibiotiques puisse avoir une influence sur la colonisation du tube digestif, je n'ai pas de connaissances là-dessus, mais ce n'est pas très étonnant parce qu'en fait, un traitement antibiotique va changer la flore digestive, donc la flore cutanée aussi, avec laquelle est en contact le nourrisson. Et donc, effectivement, ça peut changer. Effectivement. Alors, le lien avec l'allergie, je ne saurais pas le faire, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un lien très fort entre la durée de l'allaitement maternel et le risque, ou le moindre risque plutôt, d'allergie ensuite, ou d'avoir des enfants atopiques.